Bonjour, bienvenue à Magistral, la première classe ouverte télévisée de Chine. Je suis votre hôte, Savening. Bienvenue à tous. Le sujet d'aujourd'hui nous semble à la fois familier et inconnu. Depuis le lancement du projet de sa première génération en janvier 1994, le système Beidou a plus de 30 ans. Ce dernier semble omniprésent autour de nous. Mais si je vous demandais ce qu'est exactement ce système, quel est son champ d'application, je ne sais pas si vous pourriez répondre immédiatement. Par exemple, la fonction la plus importante de Beidou est... En effet. Outre celle-ci, quelles sont les autres? C'est le moment de vous tester. Tout à fait. Le système Beidou a une fonction unique, appelée communication par message court. Cela signifie que vous pouvez envoyer des messages aux satellites. Il y a une autre fonction, la synchronisation, vous ne le saviez pas? À l'époque où on utilisait des montres, il était possible que la vôtre soit à l'heure et la mienne en retard, qu'il y ait une différence de quelques minutes. Mais maintenant, toutes les heures affichées sur les téléphones sont identiques, sans aucune différence, à la seconde près. Et ce, grâce à la synchronisation par satellite. Voilà, j'ai à peu près atteint les limites de mes connaissances sur le sujet. J'ai une autre question. Combien de satellites Beidou y a-t-il en ce moment dans le ciel au-dessus de nos têtes, en ce moment au-dessus de Beijing, de notre studio? Essayez de deviner. De toute façon, personne ne sait, alors essayez. 3, bien. 7, 10, 8, deviner ne coûte rien, alors vous êtes généreux. Vous voyez pourquoi je dis que le système Beidou nous est à la fois familier et inconnu. Dès qu'on en parle, tout le monde semble le connaître, mais il suffit d'entrer dans les détails pour se rendre tous compte qu'on n'y a pas vraiment prêté attention. Notre invité d'aujourd'hui va répondre à toutes ces questions qui vous laissent perplexes, mais vous intéressent. Applaudissons chaleureusement Monsieur Lin Baochun, concepteur en chef du système de satellite Beidou 3. Bonjour. Bonjour à tous. Merci à tous. Asseyez-vous. Merci. Quelle est la réponse à la question que j'ai posée? Ici et maintenant, combien y a-t-il de satellites Beidou au-dessus de nos têtes? Combien avez-vous dit tous? 7, 8, 10, 12? Ce sont les satellites que nous pouvons voir depuis notre studio. La région céleste depuis notre position est grande. Combien de satellites peuvent être utilisés par nos téléphones portables? Mais attendez. Si on lève la tête depuis ce point sur Terre, ce n'est pas un petit cercle qu'on voit, c'est plutôt un grand cercle qui s'étend jusqu'à l'horizon. La visibilité commence à partir de 3 degrés au-dessus de l'horizon. C'est ce qui délimite le ciel visible depuis la Terre. Combien de satellites de navigation couvrent cette voûte céleste? Combien sont-ils? 20, 29, la différence est grande. Certains disent 6. Quelle est la réponse correcte? Regardez l'écran. Les points de couleurs différentes représentent différents systèmes de navigation. Oui. Bleu pour le GPS, vert pour GLONASS, bleu foncé pour Galileo, orange pour notre Beidou. Comptez les points orange. 31 satellites. Quand on additionne ceux des systèmes GPS, GLONASS et Galileo, ça fait 12 plus 8 plus 10, donc 30. Nous en avons 31. Plus de satellites visibles, cela veut dire une localisation plus rapide et précise. Remarquez-vous quelque chose de différent?
Certains oranges sont carrés. C'est unique à la région Asie-Pacifique, c'est typiquement chinois. C'est là que Beidou se distingue des 3 autres grands systèmes. Actuellement, les satellites des systèmes à couverture mondiale orbitent à une altitude d'environ 20 000 km. Quant à nous, nous en avons aussi à une altitude de 36 000 km en orbite héliosynchrone. Il y a là 2 types de satellites. Le géostationnaire tourne de manière synchrone avec la Terre sur plan équatorial. Vu de la Terre, il semble immobile. L'autre a une période orbitale égale à la période de rotation de la Terre, mais est en mouvement avec une inclinaison de 55 degrés. Sa trace au sol est en forme de 8. Ceux-là sont visibles, ils sont au-dessus de nos têtes. Ils font des 8 comme les abeilles. Pensez aux avantages d'une haute altitude. Être en hauteur permet de voir loin. Par exemple, dans les villes comme Beijing et Shanghai, où il y a beaucoup de gratte-ciel, le passage d'un autre satellite ou la présence d'un bâtiment peut bloquer le signal. Mais avec plus de hauteur, on voit plus facilement et il y a moins d'obstacles. Donc, lorsque vous conduisez, le signal est moins susceptible d'être interrompu. C'est pourquoi, parmi les systèmes de navigation actuels, le nôtre est meilleur en termes de disponibilité et de continuité. En tant que diplômé en lettres, que profane, je me demande si le signal n'est pas plus faible avec une orbite haute, car la distance avec la Terre est plus grande, non ? Il suffit d'en concevoir un plus fort, ce n'est pas très difficile. Ce sont les caractéristiques de notre constellation. Maintenant, d'autres systèmes veulent nous imiter, ce qui prouve ses avantages. En ce moment, il y a 31 satellites Beidou au-dessus de nos têtes. Il se peut que vous ne les voyiez pas toujours, mais ils sont là, et vous les percevrez de différentes manières. En fait, un autre point important est que nous pourrons aujourd'hui faire la connaissance de ceux qui sont derrière Beidou, savoir l'état d'esprit de ces scientifiques, de ces équipes. Vous savez, il y a quelques jours, notre réalisateur a rencontré M. Lin pour la première fois. En entrant dans son bureau, il était stupéfait. Il s'est demandé s'il n'était pas plutôt dans celui de Gao Xingqiang. Regardez attentivement, vous voyez une ressemblance ? Il ressemble vraiment à Gao Xingqiang dans The Knockout, mais il a l'air plus sympa que lui. Ensuite, M. Lin a dit qu'ils étaient en effet comme les personnages de cette série sur la voie du développement de Beidou. C'est un groupe de jeunes qu'on surnomme les dieux de la guerre dans le secteur. Il semble que les membres de l'équipe de Beidou 3 n'avaient en moyenne que la trentaine. Quand on a lancé le premier satellite Beidou 3, on était 81, avec un âge moyen de 31 ans. En 3 ans et 3 mois, nous avons accompli ce qui avait pris 20 ans pour passer du GPS 2 au GPS 3. Je suis vraiment reconnaissant envers mes collègues et ils méritent vraiment des éloges. Notre réalisateur a discrètement contacté ces jeunes pour leur demander si l'un d'eux pouvait venir sur place, par exemple pour révéler des informations sur M. Lin ou lui poser des questions qu'ils n'osent pas poser d'habitude. Mais ils ont dit que c'était inutile, qu'ils n'hésitent pas à le consulter, pas seulement en ce qui concerne la recherche, mais aussi par exemple leur peine de cœur ou le choix du papier peint ou du carrelage de leur maison. Ils lui ont même demandé des conseils sur les destinations de voyage et les itinéraires. En fait, si vous avez le temps, vous pouvez m'interroger sur n'importe quel sujet et vos questions peuvent être d'ordre technique, mais aussi porter sur la vie sentimentale ou tout autre aspect de la vie. Vous voyez, l'impression que nous donnent les scientifiques dépasse notre imagination. Parfois, on a tendance à penser que les scientifiques se concentrent uniquement sur leur domaine d'expertise, qu'ils n'ont pas le temps de consulter des guides de voyage, ni de s'intéresser à la gastronomie ou à la décoration. Au contraire, je pense qu'une personne qui aime la vie est plus susceptible de pouvoir apporter cet amour dans son travail. Je pense que quelqu'un d'accompli se réalise à la fois dans sa carrière et dans sa vie. Il concilie les deux. C'est seulement ainsi qu'on peut réellement être heureux. Notre objectif, y compris dans le domaine professionnel, est de rendre tout le monde heureux, joyeux. Les jeunes ici présents aujourd'hui ont apporté de nombreux sujets d'actualité concernant Beidou et dont on parle beaucoup sur Internet.
Si vous le voulez bien, nous allons en discuter avec Monsieur Lin. Voyons cela sur le grand écran. Ce sont tous des sujets qui suscitent un grand intérêt. Beidou 3, employé modèle dans le domaine spatial. Qui a porté ce sujet? Allez, ce jeune homme. Bonjour à vous deux. J'ai vu sur Internet que Monsieur Lin avait donné à Beidou 3 une épée magique, qu'on appelle capacité d'amélioration en orbite. Cela signifie que les satellites peuvent eux-mêmes corriger des erreurs, lancer des avertissements et se réparer dans l'espace. Je pense que cela ressemble vraiment à ce que les patrons disent à leurs employés. Chaque soir, passez en revue votre journée de travail, évaluez vos actes et surtout n'attendez pas que je vous le demande pour réfléchir aux problèmes rencontrés. Donc je pense que Beidou 3 est vraiment un travailleur parfait. Monsieur Lin, j'aimerais vous poser la question suivante. En donnant cette épée magique au satellite Beidou 3, voulez-vous qu'ils travaillent toute leur vie dans l'espace? Merci. C'est une très bonne question. Je vais vous faire une révélation. Quand on a entrepris ce projet, non seulement l'opposition venait de l'extérieur, mais elle était aussi presque unanime en interne. Pour ce projet, j'ai dû avoir des discussions à Chengdu du matin au soir pendant environ une semaine. Beaucoup me disaient « Monsieur Lin, nous sommes déjà assez innovants, nous avons déjà beaucoup accompli. Nous serions les premiers à envoyer cela dans l'espace. Même les Américains ne l'ont pas fait. Alors comment pourrions-nous réussir? Soyons prudents. » Donc ceux qui s'y opposaient pensaient surtout que ce n'était pas prudent. Tout à fait. Je me souviens qu'il y a quelques années, on me disait parfois « Monsieur Lin, le système américain a telle ou telle fonction. Pourrait-on faire de même ?» Je leur répondais « Ne l'enviez pas, car le premier satellite que nous avons lancé le 30 mars 2015 était déjà doté de cette fonction. » Donc le secteur commence à faire pareil, mais on a de l'avance, on était les premiers à le faire. Je pense que oui. Je sais que votre équipe vous a donné le surnom de fou de Beidou. Il est connu non seulement en son sein, mais aussi dans tout le secteur. C'était quand on était à Xichang. C'est l'ingénieur en chef Yang Chongfeng qui me l'a attribué. Ici, fou signifie que vous êtes particulièrement audacieux dans le recours aux nouvelles technologies, même celles qui n'ont jamais été utilisées par d'autres dans le monde. Ne ressentez-vous pas de pression lorsque vous prenez de telles décisions? Dans notre milieu, il y a une règle non écrite selon laquelle la part des nouvelles technologies ne doit pas excéder 30%. Mais avec Beidou, nous avions plus de 160 technologies clés, ce qui faisait plus de 70% à l'échelle de l'équipe entière. Mais pour mon petit groupe, c'était presque 100%. Tout était nouvelle. Oui, mais à l'époque, j'ai avancé un point de vue. Nouvelle technologie ne veut pas dire manque de fiabilité. J'ai dit qu'il fallait utiliser des technologies fiables et en même temps conformes aux lois objectives, associées à des produits et des processus matures. La technologie est nouvelle, mais évitez de fabriquer des produits où tout est nouveau. Par exemple, utiliser des composants et des processus matures, mener des expériences approfondies afin de réaliser des progrès significatifs. Une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui, au début, s'opposait à moi. Je lui ai dit « Voyez Beidou, plein de nouvelles technologies, c'est un succès. Nous sommes sortis de l'impasse parce qu'on ne pouvait pas apprendre les technologies des autres ni acheter leurs produits. C'est un problème incontournable, mais nous l'avons surmonté et nous avons réussi. » Comment travaille-t-il maintenant? Très bien, tout va pour le mieux. Ce sont vraiment des travailleurs modèles, qui se remettent en question chaque jour dans l'espace. Quelque chose ne va pas, changeons ceci, changeons cela. Ils ne cessent de se perfectionner. Merci, professeur. Asseyez-vous. Bien, question suivante. À quel point les emplois des jeunes d'aujourd'hui sont-ils déconnectés de leur domaine d'études? Certains qui ont étudié la programmation travaillent maintenant dans le commerce extérieur. Certains qui ont étudié les arts martiaux sont maintenant comptables. D'autres qui ont étudié l'informatique ou qui ont réussi un examen de mathématiques pour devenir professeur travaillent dans les achats. La vie est riche en expériences. Certains spécialisés dans la peinture automobile et le travail de la tôle, qui ont un certificat d'électricien, se retrouvent maintenant à faire des crêpes autour d'une plaque chauffante. Certains qui ont étudié le droit sont maintenant animateurs. C'est pareil pour tout le monde. Qui a posé cette question? Cette jeune fille qui fait des crêpes.
Bonjour à tous, je suis Zhang Shihan en deuxième année de master à l'Université centrale des finances et de l'économie. Vous êtes une spécialiste des arts martiaux devenue comptable? Non, je suis actuellement en deuxième année de master et donc sur le point de me lancer dans la vie active. En surfant sur Internet, je suis tombée sur cet article parlant du décalage entre les emplois des jeunes d'aujourd'hui et leur domaine d'études. En fait, je suis entrée à l'université pour étudier l'ingénierie financière, mais je n'aimais pas vraiment cette spécialité. Durant plusieurs années, je désirais changer de voie, alors j'ai passé un examen pour devenir professeur de chinois, j'ai passé un examen de droit, j'ai fait beaucoup de choses, mais suite à ma recherche d'emploi, j'ai fini par travailler dans un domaine lié à la finance. J'ai également fait des recherches sur vous, Monsieur Lin, et j'ai découvert que vous avez changé de spécialité à chaque fois que vous avez progressé dans vos études. Voici la question que j'aimerais vous poser. Comment avez-vous eu le courage de faire ces choix à chaque étape? En fait, j'ai étudié les moteurs automobiles en premier cycle, l'informatique en master, le contrôle en doctorat, puis de Changchun, je suis venu à Beijing pour faire un post-doctorat en astrophysique des hautes énergies. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans sur le vaisseau spatial Shenzhou et ensuite pendant plus de 10 ans sur le projet Beidou. Chacun de ces choix a été fait par hasard ou bien vous saviez clairement dans quel domaine vous voudriez vous concentrer dans l'étape suivante? En fait, quand on aime quelque chose, ce qu'on obtient n'est généralement pas ce qu'on voulait. Vous partagez ce sentiment, n'est-ce pas? Par exemple, vous voulez vraiment entrer dans telle université. Quand vous y êtes accepté, vous êtes heureux un moment, mais une fois vos études commencées, vous avez déjà oublié tout cela. Sans parler du reste, combien d'entre vous sont entièrement satisfaits des achats en ligne? Entre ce que vous voyez en photo et ce que vous recevez, il y a une différence. À l'université, et donc aussi en master et en doctorat, qu'apprenons-nous tous? Les méthodes d'apprentissage, l'intérêt pour le domaine, comment résoudre les problèmes, c'est important. Donc peu importe votre spécialité, je dis souvent à mes étudiants ceci, et cela peut également vous être utile. Si vous arrivez à savoir clairement ce que vous voulez avant l'âge de 30 ans, c'est déjà bien. C'est trop difficile. C'est vrai, en fait, certains ne l'ont jamais su de toute leur vie. Pourquoi? Beaucoup vivent pour les sentiments des autres. Ce qu'il faut, c'est vous demander ce qui vous intéresse, quels sont vos objectifs et comment les atteindre, quels qu'ils soient, grands ou petits, du moment que cela vous rend heureux. Seul ce qui vous touche peut toucher les autres ainsi que vous permettre de résister aux difficultés et d'avancer avec courage. Je dis souvent à mes étudiants que le moment le plus difficile est l'obscurité avant l'aube. Quand vous êtes dans le noir, les autres aussi. Celui qui résiste le plus longtemps jusqu'au bout est le vainqueur. C'est quand on a réussi à traverser les ténèbres qu'on peut devenir vainqueur sur le chemin de la vie. Je pense aux scientifiques, aux chercheurs, à n'importe quel professionnel. Tous peuvent ressentir à un moment de la frustration dans leur domaine et se plaindre. Mais un jour, on peut se dire « Bon, je m'en vais ». Il y a beaucoup d'opportunités ailleurs. Si vous partez sans hésiter, cela prouve que vous n'aimez peut-être pas vraiment ce que vous faites. Mais si vous hésitez encore, alors réfléchissez-y sérieusement. C'est maintenant au tour de Monsieur Lin de poser quelques questions pour voir à quel point vous connaissez le système de navigation par satellite Beidou. Alors voyons ensemble celles qui ont été sélectionnées. Première question. Combien de satellites le système Beidou utilise-t-il au minimum pour la localisation? A 3, B 4, C 5. À propos de cette question, j'ai une idée de la réponse, une idée typique d'un littéraire. Le système Beidou est-il fort, oui ou non? Si oui, alors il n'a pas besoin de beaucoup de satellites. Regardons le résultat des votes. 80% ont choisi A. Non, c'est descendu à 64%. Ça reste stable entre 78 et 80%. 14% pour B et 7% pour C. Quelqu'un qui a choisi C, veut-il nous dire pourquoi?
Bonjour, je suppose que c'est 5 satellites. Pourquoi? Parce que son principe fondamental est le triangle équilatéral. Pour la localisation, il faudrait un triangle équilatéral en 3 dimensions, c'est-à-dire 3 satellites forment un cercle à l'équateur, et peut-être un à chaque pôle, ce qui fait au total 5. J'aurais aimé que vous dessiniez cela sur un tableau. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Elle ne s'est pas contentée de deviner, elle a raisonné. Sa méthode mérite d'être saluée. Apparemment, vous vous êtes trompé. Monsieur Lin salue votre méthode, mais la réponse... Asseyez-vous. Quelle est la bonne réponse? C'est B, 4 satellites. Réfléchissez simplement. Par exemple, si vous êtes sur une ligne et qu'on doit vous localiser avec une cible, il suffit d'un point. Avec 2 dimensions, on a besoin de 2 points. Voilà. Mais dans un espace à 3 dimensions, il faut 3 points. Alors pourquoi le système Beidou en a-t-il besoin de 4? C'est à cause des récepteurs utilisés sur Terre. Je mesure la distance de propagation de la lumière de moi à vous. Le temps de transmission de Beidou est très précis, mais le vôtre ne l'est pas. Comme il y a une incertitude de votre côté, je dois considérer votre temps comme une inconnue. La différence entre le vôtre et le mien est une inconnue. En fait, à x, y, z pour 3 dimensions, on ajoute delta t. Ça fait 4 inconnus. Un satellite peut résoudre une équation. Comme j'ai 4 inconnus, il me faut une autre équation et donc un satellite supplémentaire. Ce genre de silence instantané, c'est ce que les enseignants redoutent le plus. Regardez, toute la salle s'est tue. Vous comprenez, il faut absolument 4 équations. Même si 72% choisit A, 67%. ah oui, c'est descendu à 67. Mais après ces explications, je pense que plus de 72% des gens peuvent comprendre sans problème, même les littéraires. Je fais partie des 28%. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence... Non, je suis vraiment nul en géométrie dans l'espace. La réponse correcte est B. Félicitations aux 24% du public qui l'ont choisi. Je dois dire que c'est la question de vulgarisation scientifique la plus difficile que j'ai vue depuis la création de cette rubrique. Cette question est vraiment difficile. Allez, passons à la suivante. Laquelle des questions suivantes n'est pas obligatoire lors de l'entretien que je fais passer? A. Combien de feux tricolores avez-vous passé en venant ici? B. Dans quelle matière avez-vous obtenu la meilleure note? C. Pourquoi la lampe au-dessus de votre tête est-elle plus sale que les autres? Une seule de ces questions n'est pas obligatoire. Cela semble n'avoir aucun rapport avec le système Beidou. Imaginez un étudiant demander « Êtes-vous recruteur ?» Quelles étranges questions. Allez, 71% ont choisi B. Qui veut expliquer pourquoi pensez-vous que c'est B? On vous écoute. Je trouve la question B trop ordinaire. Concernant les 2 autres, je pense qu'elles servent à évaluer si une personne est douée pour réfléchir et observer le monde. En revanche, la question B concerne simplement la capacité d'apprentissage pendant les études. Mais pour un travail, les compétences personnelles sont peut-être plus importantes. Et lors de notre discussion, M. Lin a souligné à plusieurs reprises que ce qui importe, ce sont vos compétences, ce que vous voulez, cette conviction intérieure, n'est-ce pas? Je vous pose à nouveau une question. Selon vous, quelles compétences sont évaluées dans la 3e proposition? Que diriez-vous à l'entretien? Je penserais peut-être que cette ampoule au-dessus de ma tête est plus souvent utilisée. Et puis en chauffant, elle se salit. Comme elle chauffe, l'air aussi. Attirant des insectes, entre autres. L'air chaud monte, entraînant vers le plafond la poussière et d'autres particules en suspension dans l'air. Ça, Benning est un bon élève. Je marque enfin un point. Ne coupez pas ça au montage. Hein. Je vous fais une confidence. 90% des personnes interrogées sont censées pouvoir répondre. C'est une question de niveau lycée. Mais 90% des gens ont une réponse incorrecte. Savez-vous d'où vient cette question? C'était la première phrase du livre de physique de ma fille au lycée. Elle n'était pas exactement formulée comme ça, mais c'était le même concept.
Je la pose à des étudiants en master et en doctorat, pas à des lycéens. Donc la bonne réponse est B. A. Vous posez toujours des questions de ce genre. Donc vous demandez aux gens dans quelle matière avez-vous obtenu la meilleure note? Savez-vous pourquoi? Je pensais que ça ne vous intéressait pas. Quand je pose cette question à ces jeunes, qu'ils soient en master ou en doctorat, ils ne savent pas quoi répondre. Ils me disent « Ça fait si longtemps que j'étudie, j'ai oublié ». Je leur demande « Dans quelle matière avez-vous obtenu la meilleure note et quelle est celle dont vous vous souvenez le plus ?» En fait, je pose toujours cette question, mais je suis sûr qu'ils ne savent pas quoi répondre. Le problème que nous avons maintenant est le suivant. Parlons sans embâge. Absolument. En fait, personne ne sait quel chemin nous allons emprunter, comment nous allons le parcourir. Il faut bien y réfléchir, avoir une méthode. Il ne faut pas juste tenter de deviner, mieux vaut avouer son ignorance. Prenons par exemple la question de tout à l'heure. Il suffisait de raisonner. Quels effets la lampe a-t-elle ? Elle a un effet optique. C'est ce à quoi tout le monde pense. Mais elle a aussi un effet thermique auquel personne ne pense. C'est pourquoi les réponses sont incorrectes. Savez-vous pourquoi j'ai pensé à l'effet thermique? Parce que chaque fois que je fais un enregistrement ici, je transpire à grosses gouttes. Certains disent que si je suis beau, c'est grâce à la lumière. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai pensé à la chaleur. Je me dis que nous ne sommes pas si éloignés de la science que nous le pensons. Même si on étudie les lettres, même si on trouve que son travail n'a rien à voir avec la science, en réalité, c'est l'un des phénomènes et principes les plus courants de notre quotidien. Même dans les équipes scientifiques les plus avancées, lors des entretiens, il est possible de tomber sur des questions auxquelles je pourrais répondre. C'est merveilleux. Vous avez parlé de lettres et de sciences humaines, je tiens une nouvelle fois à vous encourager tous. Dans notre équipe, nous avons 2 personnes, dont l'une étudie le chinois à l'université et l'autre les langues étrangères à l'université Jiaotong de Shanghai. Elles font un excellent travail, je veux vous dire à tous ceci. Ayez confiance, peu importe ce que vous faites, vous pouvez réussir. Et si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne le faites pas de tout votre cœur. D'accord, à l'avenir, lorsque vous passerez un entretien avec M. Lin, ne comptez pas les feux de signalisation en chemin. Cela ne sert à rien. Il ne posera pas de questions de ce genre. Bien, le moment est maintenant venu de laisser la parole à M. Lin. Il va nous raconter son expérience avec Beidou, de ses débuts à maintenant, des histoires qu'il a vécues lui et son équipe au cours du projet, ainsi que divers détails intéressants. Nous vous écoutons. D'accord, j'ai beaucoup échangé avec vous à l'instant. En fait, la question que mes amis me posent le plus souvent est « Où est Beidou ?» Je réponds « N'est-il pas dans le ciel ?» Ils demandent pourquoi ils ne sentent pas sa présence et en quoi cela concerne le public. Je dis que Beidou est tout autour de nous, tout comme l'air que nous respirons. Pensez-vous, pourrions-nous vivre sans lui? Non. Mais ressentons-nous sa présence? Non. C'est pareil avec Beidou. Commençons par le début d'une journée ordinaire. Mon téléphone sonne tous les jours à 6h30. Je me lève à cette heure-là. Avez-vous déjà remarqué qu'on n'a plus besoin de régler l'heure sur nos téléphones actuels? Pourquoi cette exactitude? C'est Beidou qui transmet l'heure standard aux stations de base 5G. Celle-ci est d'une grande précision, de l'ordre de la nanoseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 secondes. Lorsque je me prépare à descendre, je cherche sur mon téléphone un vélo en libre service à proximité. En bas de l'immeuble, je le prends pour aller devant l'Institut de recherche sur les microsystèmes et les technologies de l'information de Shanghai, où je monte dans notre navette. Cette dernière part du parc Zhongshan et se rend à Lingang. Ce trajet dure généralement plus d'1 heure, mais en cas d'embouteillage, il peut prendre 1h30. Quand cela se produit, un responsable à bord consulte une carte sur Internet pour voir quel itinéraire est le meilleur et a la circulation la plus fluide.
On l'emprunte, ce qui nous fait gagner du temps. C'est aussi grâce à Beidou. En fait, avant, quand je conduisais à Beijing, je craignais de passer le pont de Xizhimen. Il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans la mauvaise direction, devant faire un grand détour pour revenir. Maintenant, avec Beidou, je peux simplement suivre les indications et prendre directement la bonne route. Avant, quand je tombais sur un feu rouge, je m'arrêtais net. Maintenant, je regarde le compte à rebours. S'il reste seulement 7 secondes, je ralentis en freinant doucement. À l'intersection, le feu est déjà passé au vert, alors je passe. Voilà comment Beidou nous simplifie la vie. J'ai commencé en disant que le système Beidou permettait à tous d'avoir l'heure très précise. Mais à quoi cela sert-il vraiment? Il y a quelque temps, un jeune homme parmi vous voulait acheter des billets pour un concert de Jay Chou. À quel moment a été faite la réservation? Il faut que l'heure soit très précise pour le déterminer. Avant, on parlait du temps en heures, en minutes et en secondes. Ce n'est plus suffisant. Il faut des millisecondes, des microsecondes, voire des nanosecondes et des picosecondes. Ces dernières ont un ordre de grandeur de 10 puissance moins 12 secondes. C'est seulement ainsi qu'on peut déterminer qui a agi en premier. Autrefois, on disait « le temps c'est de l'argent » pour montrer à quel point il est difficile de s'en ménager. En réalité, pour l'homme moderne, le temps est vraiment précieux. Par exemple, dans le cadre des transactions boursières, si vous passez un ordre en même temps qu'un autre, qui l'a fait en premier? Il faut un contrôle précis du temps pour le déterminer. Ce contrôle du temps repose sur les mesures précises du système Beidou. C'est facile si les deux personnes sont au même endroit, mais si l'une est à Beijing et l'autre à Shanghai, pour être équitable, l'heure dans ces deux villes doit être exactement la même. Sinon, si celle à Beijing est en avance d'1 seconde sur celle à Shanghai, l'un est avantagé par rapport à l'autre, n'est-ce pas? Pour être vraiment équitable, le point de départ doit être le même pour tous. En fait, 85% des informations concernant nos vies sont liées à l'espace-temps. Qu'est-ce que l'espace-temps? C'est la position et la dimension temporelle. C'est ce que le système Beidou doit gérer. Alors, ne pensez-vous pas que le système Beidou est étroitement lié à nos vies? L'ingénieur en chef du projet Beidou, l'académicien Sun Jiadong, a dit « J'ai participé au programme Dongfang-Hong, le premier satellite chinois, Shenzhou, Chang'e ainsi que Beidou. Ce dernier était le plus simple en théorie, mais après toutes ces années, je pense qu'il était le plus difficile. Après ma prise de fonction, quand je m'occupais du lancement du premier satellite, un dirigeant de l'organisation m'a dit « Si ce satellite arrive à rester en activité pendant 6 mois, alors vous aurez gagné. » Était-ce si difficile que ça? Pourquoi? En fait, lors de nos travaux, nous avons dû relever plusieurs défis. Avant Beidou 3, parmi les 4 grands systèmes de navigation, le GPS occupait toujours la position de leader et nous, un rang inférieur. Quand je suis arrivé à Shanghai, notre objectif était de nous battre pour la 3e place. Qu'est-ce que cela signifiait? Parmi les 4 grands systèmes de navigation, tout le monde pensait qu'on ne pourrait pas dépasser les États-Unis, mais qu'on pourrait au moins ne pas être les derniers. Je me souviens qu'à mon arrivée à Shanghai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais entouré de jeunes. Je leur ai dit « Je suis vieux. Quand vous le saurez aussi, si vous êtes parvenus à rendre Beidou aussi performant que le GPS, alors nos vies n'auront pas été vaines. » Un jour, le directeur d'un institut de recherche scientifique m'a demandé comment se portait le système Beidou. Je lui ai répondu qu'il avait déjà dépassé le GPS en termes de performance. Surpris, il a dit « Comment est-ce possible? Le GPS est l'une des grandes réalisations des États-Unis. Il est impressionnant et en service depuis tant d'années. Comment pourriez-vous le surpasser? N'êtes-vous pas plutôt plus performant lorsqu'il s'agit de conditions ou d'indicateurs particuliers? » J'ai répondu « Non. En termes d'indicateurs clés, nous sommes effectivement meilleurs qu'eux. » Il s'est écrié « Comment est-ce possible? Sur quoi vous appuyez-vous pour vous prétendre meilleur que les autres ?» J'ai répondu « Sur ça. Nous, les Chinois, devons vraiment avoir confiance en nous.
Tant qu'on s'estimera capable de se surpasser et de faire davantage de choses, tant qu'on aura cette ambition, on pourra faire mieux. Sinon, on restera à la traîne. Pourquoi cet ami ne croyait-il pas que nous pouvions être les meilleurs ? Où réside la difficulté ? Dans le temps-fréquence, c'est-à-dire l'horloge. En fait, je vais vous expliquer un concept simple. Une nanoseconde d'écart équivaut à une erreur de positionnement de 30 cm. Pour atteindre une précision de l'ordre du centimètre, il faut en atteindre une inférieure à 10 puissance moins 10 secondes. La navigation par satellite repose en fait sur un principe très simple, la différence de temps entre l'envoi et la réception d'un signal multiplié par la vitesse de la lumière donne la distance. Les horloges atomiques, comme celle à hydrogène que l'on utilise actuellement dans l'espace, ne dérivent d'une seconde que tous les 10 millions d'années. Mais même avec ce genre d'appareil, des problèmes peuvent se produire. En effet, même si ces paramètres sont bien réglés, il suffit du moindre petit changement de température pour qu'elle se dérègle et se désynchronise. Qu'est-ce que cela signifie ? Que son signal est perdu et qu'elle ne peut plus fonctionner. Au début, comme on ne pouvait pas en fabriquer, on en achetait aux Européens. Mais quel problème cela nous posait-il ? Les prix étaient élevés, les délais n'étaient pas garantis et en plus, il s'agissait d'horloges au rubidium, dont les performances n'étaient pas si bonnes. Cependant, est-ce le seul type d'horloge atomique ? En réalité, l'horloge à hydrogène est plus précise et a une meilleure stabilité que celle au rubidium. Lorsque j'ai rejoint le projet Beidou, j'ai pensé que si nous montions sur scène, nous devions marquer des buts, nous devions trouver un moyen de nous dépasser. J'ai alors contacté M. Lin Chuanfu, qui travaille à l'Observatoire astronomique de Shanghai, et je lui ai demandé s'il était possible d'en fabriquer. Il a exprimé ses inquiétudes. Même s'il menait des recherches sur le sujet depuis une dizaine d'années et qu'ils avaient déjà un prototype, le projet représentait un investissement de plusieurs centaines de millions de yuan. De plus, un manque de fiabilité de l'horloge risquait de compromettre la navigation et porter préjudice au pays. Les scientifiques ont vraiment un sens des responsabilités. Que faire ? J'ai insisté pour qu'il fasse mieux que l'horloge au rubidium. Je lui ai dit que s'il y parvenait, je le soutiendrais. Je lui ai dit que les Américains utilisaient toujours des horloges au rubidium et que s'ils en faisaient à hydrogène, leur précision serait supérieure d'1 ou 2 ordres de grandeur. J'avais confiance car nous avions inventé une technologie de commutation sans faille pour les horloges. En effet, nous en faisons travailler simultanément deux, une de plus grande précision et une au rubidium que nous considérons comme mature. Si une horloge à hydrogène ou une au rubidium tombe en panne, la prise de relais se fait sans délai. On peut passer sans aucun problème d'une horloge à haute précision à une autre au rubidium en 20 picosecondes sans affecter l'utilisateur. L'horloge à hydrogène est considérée comme étant au summum des technologies de navigation du point de vue de la précision du temps et de la fréquence. Grâce à elle, le système Beidou a dépassé le GPS. Cela me satisfait beaucoup. Avec Beidou, nos vies sont plus faciles et heureuses. En fait, ce processus ne consiste pas simplement à satisfaire les besoins des gens. Il crée des besoins, est un moteur de la demande pour accroître le bonheur des gens. Prenez les téléphones portables que nous utilisons, par exemple. On ne fait pas d'enquête auprès de 10 000 utilisateurs pour leur demander quel type de téléphone ils veulent utiliser. Ce que l'on fait, c'est créer un téléphone avec de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de servir de portefeuille ou encore d'avoir une fonction de navigation pour être utilisé comme récepteur. Avec ces fonctionnalités, tout le monde l'achète et l'utilise. Ce processus n'est pas simplement une satisfaction des besoins, mais plutôt un processus de création de besoins, de moteur de la demande. C'est un processus que nous devons louer, un processus d'innovation. Le système de navigation par satellite Beidou 3 a été officiellement mis en service le 31 juillet 2020 lorsque le président Xi l'a proclamé.
À ce moment-là, j'étais très heureux. Sur le chemin du retour, j'ai composé un acrostiche en utilisant l'esprit de Beidou de la nouvelle ère. Innovation indépendante, ouverture et intégration, unité de tous, recherche de l'excellence. Les 2 derniers vers sont poursuivre le rêve de la prospérité de la Chine, offrir la paix avec excellence. En fait, j'ai pris Jianlu pour décrire Beidou. Comme vous savez, il y a 10 grandes épées célèbres dans la mythologie chinoise. La première d'entre elles est Xuanyuan, pas Jianlu, qui est au 2e rang. Pourquoi ai-je choisi Jianlu pour décrire Beidou? Comme elle a été forgée par Ouyeze, elle est indestructible, mais c'est une épée pour les personnes bienveillantes. On y fait référence pour montrer que nous cherchons à ce que Beidou bénéficie à toute l'humanité et non à dominer le monde. Dans l'ancienne Chine, nous avons eu 4 grandes inventions, dont la boussole, qui nous aide à nous orienter. Nous, les gens de Beidou, voulons que n'importe qui dans le monde puisse profiter de services de haute technologie de la navigation spatiale chinoise où qu'il se trouve. Merci à tous. Applaudissons bien fort Monsieur Lin pour son merveilleux discours. Parmi les membres du public présents ici aujourd'hui, beaucoup vous connaissent très bien. Pendant que vous parliez, ils ont posé de nombreuses questions. L'un d'eux a écrit « Monsieur Lin compose souvent des poèmes pour s'exprimer. » Lors de la préparation de cette émission, notre équipe les a lus. Nous en avons choisi un et vous allez le réciter pour que tout le monde puisse voir la fibre littéraire qu'a un scientifique. D'accord ? Le voici, récitez-le nous. En fait, c'est le tout premier poème que j'ai vraiment écrit. C'était en 2016. Nous visitions le palais d'été avec des anciens camarades de lycée. Je l'ai écrit à cette occasion. J'ai beaucoup réfléchi au nom de Ziran, qui était un stratège des temps anciens. S'il voyait à quel point la Chine s'est développée, il serait sûrement très heureux. En général, quand je compose, je commence par le premier caractère de chaque vers. Ici, Lin, Huang, Tang, Zi, Gao. Et dessus sont 6 noms de famille. Je les utilise pour la structure. De plus, dans ce poème, aucun caractère n'est répété. C'est une règle que je me suis fixée. Depuis, à chaque événement majeur, j'écris un poème sans que cela ne soit prévu. J'en ai déjà composé des dizaines. Aujourd'hui, en tant que diplômé en sciences humaines, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Lin, le concepteur en chef du système Beidou. Ce dernier fête ses 30 ans cette année. Comme Monsieur Lin aime écrire des poèmes, j'ai décidé de me prêter moi aussi à l'exercice. Même si je ne suis pas très doué dans ce domaine et que je ne fais pas toujours bien la différence entre les tons, j'ai quand même griffonné quelques vers. C'est un poème libre en langue populaire pour exprimer notre respect envers les personnes travaillant sur le projet Beidou et dans le domaine spatial. C'est très bien. Dans les temps anciens, les gens se servaient de la constellation de Beidou comme point de repère, voire comme une sorte de refuge spirituel. Comment les gens trouvaient-ils le chemin de l'avenir dans l'obscurité de la nuit? Aujourd'hui, Beidou n'est plus un rêve, le système a 30 ans. Je tiens à remercier tous les scientifiques ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce succès. Et ce n'est pas fini. Beidou continue d'avancer. Nous attendons avec impatience l'avenir en espérant que Beidou nous réserve encore de nombreuses surprises. Merci beaucoup. Encore merci à Monsieur Lin pour son discours passionnant. À la prochaine. Au revoir.